Bien, bonsoir à tous, amiral, mes chers confrères de l'Académie de Marine. Très heureux de vous accueillir une nouvelle fois pour partir un petit peu au-delà de notre hexagone. C'est la deuxième rencontre, j'allais dire, un petit peu orientée sur les questions politiques, géopolitiques de la mer. Nous avions eu en deuxième intervention l'ambassadrice d'Australie en France. Cette fois-ci, nous avons non pas l'ambassadeur qui a été rappelé pour une importante réunion effectivement dans son pays, mais nous avons un autre ambassadeur, parce que vous êtes ambassadeur, vous êtes en plus le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Donc merci de venir nous parler de la Côte d'Ivoire et la mer. Bonsoir également à tous ceux qui ne sont pas en présentiel mais en distanciel. Donc je crois que c'est très intéressant parce que nos étudiants s'intéressent de plus en plus aux questions géopolitiques et on parle trop peu parfois de l'Afrique et la mer. Pourtant, historiquement, un certain nombre de hauts épisodes de l'histoire africaine résultent du fait de cette tournée ou non vers la mer. Et donc c'est très intéressant de voir aujourd'hui, par rapport à cette nouvelle donne géopolitique, eh bien, comment la Côte d'Ivoire conjugue et comment elle entrevoit son avenir à partir de la mer. Voilà un petit peu les questions auxquelles nous avions pensé avec Eudry Blier lorsque nous nous avions invités. Comme d'habitude, donc, Eudry Blier, qui est le président de l'Institut français de la mer, va vous présenter. Merci Christian. Monsieur l'ambassadeur, un grand merci effectivement d'avoir au pied levé accepté de remplacer son Excellence Maurice Kwaku Bandama. Vous êtes juriste de formation, vous avez fait des études de diplomatie, vous avez commencé votre carrière au ministère des Affaires étrangères de votre pays et puis vous avez été conseiller affaires juridiques et protocoles à Washington, puis premier conseiller à l'ambassade en Suisse. Vous êtes retourné dans votre pays pour être directeur du pôle privilèges et immunités du ministère des Affaires étrangères. Et puis, depuis 2017, vous êtes à Paris. Vous êtes premier conseiller. Et puis, depuis décembre dernier, vous avez rang d'ambassadeur. Donc, toutes nos félicitations pour ce magnifique parcours. Donc, comme premier conseiller, vous assurez, sous la supervision de l'ambassadeur, la gestion administrative et la coordination des activités des services de l'ambassade. Vous êtes chargé de suivre les questions de politique générale intérieure et extérieure de la France et de la Principauté de Monaco, de suivre les relations avec le ministère français des Affaires étrangères et les institutions politiques françaises et monégasques, de traiter des questions juridiques, de suivre les relations avec les organisations internationales basées en France, de mettre en œuvre la communication de l'ambassade, de gérer le système informatique et de veiller à sa cohérence. Et en outre, vous êtes point focal de la présidence de la République, de la primature, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, de la Commission électorale indépendante, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Tout cela pour un seul homme. Merci, avec toutes ces fonctions, d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté donc de prendre d'assurer cette conférence au pied levé. Merci encore. Bonsoir tout le monde. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, c'est véritablement un privilège pour moi et un honneur de venir dans cette enceinte, dans cet institut de renommée internationale et de prendre la parole en lieu et place de Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, qui, comme l'avait souligné, se trouve actuellement à Abidjan pour des réunions très importantes. C'est vrai que j'ai tout ça sur moi, mais j'ai aussi des collègues et des collaborateurs qui m'aident à porter la charge. Et cet après-midi, à cette soirée, je suis venu avec M. Raoul Ndré, qui est un collègue, qui est conseiller à l'ambassade, qui s'occupe, lui, particulièrement des questions économiques et de promotion du tourisme à l'ambassade. Ceci étant dit, vous savez, la question de la mer, pour nous, pays africains, est très importante. La mer, nous avons vu arriver des bateaux d'explorateurs, des comptoirs de commerce se sont installés, après d'autres activités se sont développées. Par la mer aussi, l'Afrique a vu partir certains de ses enfants vers d'autres continents. Et donc la mer occupe une bonne place dans notre vie et dans notre développement.
La Côte d'Ivoire est un pays côtier qui se trouve sur le golfe de Guinée, en Afrique occidentale, en Afrique de l'Ouest pour être plus précis. Et donc, nous sommes sensibles et nous sommes exposés aux questions de la mer et à la géopolitique qui concerne la mer. Je voudrais donc partager avec vous, avec la permission de M. l'ambassadeur, qui me charge de vous transmettre tous ses regrets, de ne pas pouvoir être avec vous lui-même personnellement, mais qui m'a chargé de transmettre ce message de fraternité, mais aussi de collaboration et de coopération qui existe entre la France et la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici parmi vous pour vous parler de la politique maritime de mon pays. Alors, pour parler de la politique maritime de la Côte d'Ivoire, c'est moi? Désolé, je ne devais pas approcher cela. Alors, pour vous parler un peu de la politique maritime de la Côte d'Ivoire, je vous propose que nous parcourions cette thématique en 5 points. Le premier point, c'est d'abord faire un rappel historique. Le second, vous parler des chocs, des mutations qui sont intervenus justement dans cette politique. Un troisième point concernera le redimensionnement de la politique maritime. Le quatrième point s'articulera autour de la cartographie actuelle et future de notre politique maritime. Et comme nous avons eu à discuter par message, Monsieur le Président, j'ai fait un point spécial sur le secteur de la pêche, qui constitue un enjeu majeur pour nos pays africains, les pays qui n'ont pas les mêmes moyens ni la même capacité d'explorer et de préserver sa zone économique exclusive. Et enfin, un point de conclusion. Ce sont donc les points que je vous soumets à votre appréciation pour que nous puissions les parcourir ensemble. Mais n'hésitez pas, si vous n'avez pas compris, à m'arrêter pour que je revienne pour expliquer un point. Je précise, comme M. le Président l'a dit, je ne suis pas un économiste de la pêche ni de la mer, je suis diplomate, mais nous saurons faire avec vous ce qu'il faut. Vous aurez les informations souhaitées. Merci beaucoup. Alors, comme je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire est un pays côtier. Et donc la Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, a pour voisin le Libéria à l'ouest, le Libéria et la Guinée, côté ouest. Côté est, c'est le Ghana. Au nord, c'est le Burkina Faso et la République du Mali. C'est 322 462 km² avec 60% de terres arables et une façade maritime longue de 550 km. La Côte d'Ivoire, c'est 29 millions d'hommes et de femmes, plus les jeunes, et une croissance économique en 2023 de 7,2%. Il faut dire que nous sommes l'un des rares pays à avoir gardé un taux de croissance économique constant, malgré la crise de la pandémie de la Covid. Le PIB de la Côte d'Ivoire, c'est 77 milliards US$. Et nous représentons 40% du PIB de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et avec un volume commercial de 35%. Si je peux m'appesantir un peu sur ce positionnement, c'est que l'Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria, c'est près de 350 millions d'habitants et de consommateurs. Et l'UEMOA, c'est autour de 150 millions d'habitants et de consommateurs. La Côte d'Ivoire constitue la porte d'entrée en termes de flux maritimes, d'activités portuaires pour 3 pays de l'Interland, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et donc, nous disposons de 2 ports, le port d'Abidjan et le port de San Pedro, qui est spécialisé dans l'exportation des matières premières, notamment le café et le cacao. Les autres activités portuaires se déroulent sur le port d'Abidjan. Au passage, je voudrais vous faire noter qu'Abidjan est la première ville de la Côte d'Ivoire, c'est celle qui est mondialement connue,
mais la capitale administrative et politique de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro, au centre du pays. Alors, le premier point, le rappel historique. Comme je l'ai dit d'entrée, la Côte d'Ivoire a une façade maritime de 550 km. Et elle dispose d'une zone économique maritime vaste de 200 000 marins, soit 370 km, celui qui lui confère un territoire maritime de près de 200 000 km, équivalent à 2/3 de sa superficie terrestre. Donc vous voyez déjà qu'on a une grande façade maritime qui pose des problèmes ou des défis d'exploitation, mais aussi de préservation. Et ce n'est pas seulement que la façade maritime. À l'intérieur du pays, nous avons aussi une bonne couverture fluviale et lagunaire. 4 grands fleuves traversent la Côte d'Ivoire du nord au sud, et aussi un plan lagunaire estimé à 1200 km². Donc nous sommes bordés d'eau et nous en avons beaucoup en Côte d'Ivoire, ce qui facilite ces activités concernant la pêche et les autres activités connexes. Dès les premières années de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qu'elle a obtenue de la France, pour rappel, le 7 août 1960, la politique a été mise en œuvre par le gouvernement du premier président, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été par ailleurs ministre en France, ministre d'État. Il est l'un des signataires de la Constitution de la Ve République, le président Houphouët-Boigny. C'est juste un rappel historique, mais aussi pour vous montrer les liens qui existent entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, dès les premières heures de l'indépendance, la Côte d'Ivoire a adopté un code de la marine marchande comme texte de référence pour la réglementation des activités maritimes et portuaires. Elle a ensuite procédé à la modernisation du port d'Abidjan qui a été hérité de la période coloniale. Elle a aussi procédé à la création du Conseil ivoirien des chargeurs, qui est devenu plus tard l'Office ivoirien des chargeurs pour la défense des intérêts des chargeurs. Et vu l'importance et le volume d'activité du port d'Abidjan, alors le gouvernement a décidé d'ouvrir un second port, qui était celui de San Pedro, en 1971, sur le côté ouest de la Côte d'Ivoire. Et enfin, pour bien administrer toutes ces activités, il a été mis en place un secrétariat d'État à la marine, en 1974. Et donc, avec ces premiers pas posés, la Côte d'Ivoire continue par la création d'armements nationaux. Oui, nous avons procédé à la création d'armements nationaux à travers des sociétés. La première, c'était la Société ivoirienne de transport maritime. La Société ivoirienne maritime, qui est la Civomar. Nous avons aussi créé la Compagnie générale maritime ivoirienne, avec en soutien des entreprises de transport maritime, telles que la CITRAM International Shipping Agency, la Société d'opération maritime. Toutes ces structures en vue d'exploiter le potentiel maritime chez nous et de créer, de sortir de l'action gouvernementale publique et de créer des sociétés publiques d'intérêt à gestion privée. Parce qu'il fallait l'activité purement publique de la gestion de l'activité maritime n'était pas, efficiente, en la laissant entre les mains de fonctionnaires, mais créer plutôt une gestion privée. C'est ce qui a motivé la création des sociétés à participation publique, mais de gestion privée. D'ailleurs, l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, l'ambassadeur Charles Gomis, que certains ont connu parmi vous ici, était l'un des PDG de la CITRAM. Ensuite, il a été mis en place l'Institut de documentation de recherche maritime. Et après a suivi, des années qui ont suivi, la création de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, justement destinée à former le personnel marin, mais aussi toutes les activités liées à l'exploitation maritime. Et la Côte d'Ivoire a adhéré
à l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en 1975, et aussi à la représentation francophone de l'Organisation maritime internationale en 1999. Alors, tous ces résultats ont fait de la Côte d'Ivoire une référence dans la sous-région et ont fortement inspiré bien des politiques des États membres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest. Donc, comme vous pouvez vous en apercevoir, mesdames et messieurs, au sortir de notre indépendance, nous nous sommes attelés à mettre en place les structures qui devraient nous permettre d'avoir une action en mer mieux réglementée et suivie. Non seulement les textes réglementaires ont été pris, l'administration publique a été mise en place avec le secrétaire d'État à la mer, mais aussi des sociétés privées, de gestion privée, puisque c'était des sociétés qui appartenaient à l'État, mais de gestion privée, ont été mises en place pour exploiter le potentiel maritime en Côte d'Ivoire. Mais contre toute attente, mais c'est aussi le cheminement normal de l'histoire des hommes et des peuples et des pays, des chocs exogènes et des chocs endogènes peuvent intervenir. Ces chocs-là arrivent à remettre en cause certaines politiques savamment dessinées. C'est ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Les mutations qui sont intervenues dans les années 1990 dans le secteur maritime ont fortement ébranlé le système maritime ivoirien et ses acquis. En effet, avec la libération brutale des services de transport maritime dans les années 90, comme une des conditionnalités des prêts consentis par les principaux partenaires publics au développement, justement, ça va compromettre notre façon de fonctionner. Pour rappel historique, dans les années 90, la plupart des pays africains étaient confrontés à une crise économique qui a abouti en 1994 à la dévaluation du franc CFA. Et donc la crise économique, déficit public, les États africains ont été amenés à faire des ajustements, les fameux plans d'ajustement structurel, pour pouvoir faire tenir l'économie, mais au prix de plusieurs sacrifices, notamment la gestion des compagnies privées par l'État, qu'on devait soustraire du giron de l'État, et de nombreuses autres mesures qui sont venues remettre en cause le plan initial mis en œuvre par les gouvernements pour développer les pays africains. Et donc, face à ces plans d'ajustement structurel, les États africains et la Côte d'Ivoire ont été amenés à se désengager de certains secteurs, notamment le secteur maritime. Mais ce désengagement de l'État n'a pas été préparé. Ce désengagement a été consécutif à une pression, à des exigences pour des politiques économiques contrôlées. Et du coup, les entreprises n'ont pas été préparées à prendre le relais. Ce qui a conduit à la disparition de la plupart de ces sociétés que je vous ai citées plus haut. Sivoma, Citram et tout ça ont disparu parce que ces sociétés n'étaient pas préparées à la gestion privée et à la concurrence internationale. Mais également, les mutations intervenues au niveau international par la mondialisation de l'économie et la croissance des échanges commerciaux avec l'apparition de nouveaux acteurs tels que ceux qui sont venus d'Asie, mieux préparés à la concurrence internationale, ont notablement contribué à l'affaiblissement du système maritime ivoirien. En outre, le domaine maritime a été pendant plus d'une vingtaine d'années l'objet de politiques sectorielles, choc endogène. Ces politiques sectorielles ont manqué de mettre en place une coordination et une harmonisation dans la conduite des affaires de la mer, ce qui a contribué aussi à désorganiser le secteur. Donc, le cloisonnement des interventions ministérielles et territoriales a, à l'absence de vision globale, rendu problématique l'action de l'État en mer. Mais au moment où la Côte d'Ivoire amorce sa reconstruction après 20 ans de crise sociopolitique sans précédent,
qui s'est soldée par une grave crise politico-militaire, il s'est avéré nécessaire pour nous de redéfinir les priorités afin de mettre en œuvre des stratégies pour repositionner la Côte d'Ivoire comme puissance maritime dans la sous-région et de lui permettre de tirer à nouveau le maximum de profit de son statut d'État côtier. Et donc, après le choc et toute la désorganisation survenue dans le secteur maritime, nous avons procédé à un redimensionnement, pour ne pas dire un repositionnement. Et donc, pour refaire la politique maritime en Côte d'Ivoire, les 3 piliers suivants ont été définis. Un dispositif de gouvernance des affaires maritimes pour aller vers une gestion beaucoup plus intégrée, globale et cohérente du secteur maritime et portuaire. Un secteur parapublic dynamique et orienté vers le développement et à même de faire face aux défis de la mondialisation. Et les actions conséquentes à entreprendre à la lumière de l'environnement économique national et international, en tenant compte des enjeux sécuritaires incontournables, pour adresser les diverses formes de criminalité maritime auxquelles nous devons faire face, et parmi lesquelles figurent, et je suis certain que certains vont poser la question, la piraterie et les trafics et les crimes internationaux. Alors, quelle est maintenant la cartographie actuelle et future de la politique maritime de la Côte d'Ivoire? Plusieurs actions sont en cours, initiées ou achevées, et donc nous avons des actions au plan juridique et institutionnel. Puisque je vous ai dit tantôt que le secteur maritime a été désorganisé, et donc il fallait le redimensionner. Au plan juridique, il y a eu l'adoption de la loi portant code maritime en Côte d'Ivoire en 2017. Et donc, cette loi-là dote le secteur maritime d'un cadre juridique adapté et plus approprié. Il a été aussi mis en place le secrétariat d'État, un secrétariat permanent à l'action de l'État en mer, justement chargé de faire la coordination et l'harmonisation des différentes politiques sectorielles. Il vous souviendra que j'ai dit tout à l'heure que dans la première phase, il manquait la coordination et l'harmonisation. Les politiques étaient sectorielles, de sorte que ça ne permettait pas une gestion efficiente. Désormais, nous avons une entité administrative qui assure la coordination, et c'est le secrétariat permanent chargé de l'action de l'État en mer. Et ce secrétariat-là, dont j'ai eu la chance de travailler sur 2 ou 3 dossiers avec son secrétaire exécutif ici, est rattaché directement au cabinet du Premier ministre, pour lui rendre compte justement de ce qui se passe et assurer une meilleure coordination. Vous savez, l'action gouvernementale, certaines fois, envoie des distorsions, des confrontations même entre certains ministères, chacun voulant exécuter une part de l'action publique selon, voilà. Et donc, il faut des arbitrages. Et lorsque c'est juste un comité interministériel chapeauté par un fonctionnaire, ça ne marche toujours pas. Et donc, il faut aller à un niveau plus haut. C'est le Premier ministre, le patron de tout le monde, enfin, qui est supposé être le patron de tous les ministres, qui assure la coordination et donc qui tranche, certaines fois. Nous avons aussi procédé à la création d'une structure étatique unique qui est chargée des questions maritimes, conformément à une directive de l'UEMOA, qui est une organisation sous-régionale, dont la Côte d'Ivoire fait partie et que j'ai mentionné plus haut, dont nous détenons près de 40% du PIB, l'UEMOA. L'UEMOA, c'est 8 pays qui ont en commun la monnaie franc CFA. Il a été aussi créé la Direction générale des affaires maritimes et portuaires, qui prend en compte l'action de la directive suscitée et assure cette mission sous la tutelle du ministère chargé des Transports. Nous avons procédé aussi à l'ouverture du pavillon ivoirien pour la libre immatriculation en vue de la création d'un armement national. Plusieurs accords ont été, dans le domaine de la coopération maritime, ont été signés, notamment avec l'OCDE, mais aussi nous avons des accords avec l'Union européenne, et je reviendrai dessus plus tard.
Nous avons mis aussi en place l'administration maritime qui est chargée de la recherche et du sauvetage en mer. Et enfin, mais pas le dernier, la marine militaire ivoirienne est montée en puissance. Justement, vous verrez dans la presse la piraterie maritime, les trafics internationaux sur les côtes des pays africains, du fait que certains de ces pays ne disposent pas de moyens suffisants pour contrôler le territoire maritime. Je vous avais dit d'entrée que la zone économique exclusive, le territoire marin de la Côte d'Ivoire, c'est 2/3 de son territoire terrestre. Donc nous devons nous projeter pour pouvoir assurer la protection de nos ressources halieutiques. Sur cette zone économique exclusive, auparavant, nous n'avions pas les moyens de le faire. Mais avec le gouvernement du président Alassane Ouattara, depuis un certain temps, la marine nationale ivoirienne a acquis des bâtiments, des patrouilleurs, et la marine est montée en puissance. Aujourd'hui, nous pouvons intercepter des navires, des bateaux qui sont dans la zone économique exclusive de la Côte d'Ivoire et qui, normalement, ne devaient pas y être, parce qu'ils n'ont pas reçu l'autorisation nécessaire. Mais il fut un temps où personne ne savait ce qui se passait sur cette partie du territoire ivoirien qui était la zone économique exclusive. Il y a également aussi les affaires maritimes qui est le côté administratif, puisque dans la gestion de la question en mer, nous avons la gestion administrative, la gestion économique, notamment pêche, mais aussi la gestion militaire, qui est la marine. Et donc, ces différentes structures-là sont dotées maintenant de moyens leur permettant chacun à s'occuper de ce qui est dévolu comme tâche. Et nous avons aussi en zone économique exclusive, la zone marine de la Côte d'Ivoire, des exploitations pétrolières, parce qu'il y a aussi du pétrole. Heureusement pour nous, ce n'est pas sur le territoire, c'est en offshore, mais il faut contrôler, il faut garder, il faut surveiller. Et donc maintenant, nous pouvons surveiller et protéger ces exploitations pétrolières en offshore. Ce qui contribue à garantir la sécurité maritime. Au plan de la gestion des ressources marines et lagunaires, nous avons procédé à la délimitation des frontières maritimes et fluvio-lagunaires. Nous avons dû aller jusqu'au tribunal de Hambourg, c'est bien cela, le tribunal de la mer, pour nous départager avec notre voisin de l'Est, le Ghana. Parce que la querelle était qu'une partie de cette zone-là avait des ressources pétrolières. Et donc, nous ne savions pas tellement, eux non plus, où s'arrêtait la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana sur cette partie. Et donc, nous avons porté la querelle devant le tribunal de la mer et la délimitation a été faite et chaque partie est repartie avec ce qui lui revenait de droit. Nous avons procédé aussi à l'adoption d'une réglementation spécifique du domaine public maritime et lagunaire du fait de sa particularité et de son attrait pour lui assurer une meilleure protection. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. La façade maritime, le bord des fleuves attire toujours en termes d'exploitation économique, en termes de plaisance. Et donc, nous avons procédé à cette réglementation. Nous avons procédé aussi à l'ouverture des embouchures de Grand Bassam, c'est la ville la plus proche de la mer, et de Grand Laou, qui était la première capitale, mais qui n'a pas vraiment duré, et pour pouvoir aussi lutter contre certains fléaux tels que l'érosion côtière. Nous avons procédé aussi à l'actualisation des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et des connaissances des cadres spécialisés. La mise en place d'un organe de coordination, comme je l'ai dit tantôt. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, nous avons procédé aussi, pour moderniser la pêche, à la construction de ports de pêche à Abidjan, c'est déjà réalisé, à San Pedro et Sassandra, qui sont des villes côtières, et c'est en cours de réalisation. Au point de vue des ressources humaines, nous avons aussi renforcé les capacités de l'Académie des sciences de la mer, des techniques de la mer. C'est une académie qui, comme je l'ai dit d'entrée, est chargée en Côte d'Ivoire de former
le personnel maritime. Mais c'est une académie régionale. Elle ne forme pas seulement que le personnel marin en Côte d'Ivoire, ni l'activité connexe. C'est pour toute la sous-région ouest africaine. Et donc, cette académie-là est basée en Côte d'Ivoire. À l'initiative de la Côte d'Ivoire, maintenant, elle accueille d'autres personnes venant des pays voisins. Alors, au plan du financement de la politique maritime, là réside un problème que nous sommes en train de régler, puisque la question du financement est toujours une question difficile à traiter. Il faut trouver les ressources pour les activités. Les ressources manquent toujours. Alors, nous devons retrouver notre place dans le Conseil des Nations. Nous étions une puissance maritime jusqu'à l'année 90, 95, jusqu'à l'an 2000. Et maintenant, nous comptons reprendre notre place. Et toutes ces politiques sectorielles, toutes ces politiques qui ont été mises en place nécessitent des financements. Et nous sommes donc à la recherche des financements pour réaliser le développement du secteur maritime et portuaire. Parce qu'en interne, nous ne disposons pas d'assez de moyens pour le faire. L'État a tellement de charges à porter que les ressources de l'État ne peuvent pas suffire à faire face à toutes ces charges. Et donc, nous avons besoin de financement privé. Et ce secteur-là aussi est ouvert au financement privé. La semaine dernière, nous étions au Salon de l'agriculture à Porte de Versailles et nous avons eu l'occasion d'appeler justement des partenaires français à venir pour le secteur maritime et halieutique où des parts de marché sont à prendre. Je fais un peu de... N'est-ce pas? Je fais un peu son travail, c'est-à-dire la recherche de partenaires, de financement pour les activités. Et si vous avez besoin d'informations, monsieur, pour ceux qui seraient intéressés dans le financement des activités maritimes et portuaires et de la pêche, monsieur Ndré, qui est là, a beaucoup d'informations à vous donner. Des projets sont déjà prêts pour être financés, pour contribuer au développement, n'est-ce pas, de la politique maritime. Alors, toutes ces réformes, nous les faisons avec les administrations qui sont concernées. Et donc, c'est pour éviter les déperditions, c'est pour éviter les chocs des administrations. Et donc, les administrations en charge des questions de sécurité maritime, notamment la Direction générale des affaires maritimes et portuaires et le service en charge des pêches, ne disposant pas de fonds pour financer, sont aussi confrontés à cette difficulté, notamment la lutte contre la pêche illicite. La lutte contre la pêche illicite, il nous faut des moyens pour le faire. Et d'autres secteurs importants des activités maritimes et portuaires voient leur développement aussi retardé par les difficultés d'accès au financement. Donc, vous pouvez bien noter, mesdames et messieurs, que notre secteur maritime est confronté à un sous-financement et nous sommes à la recherche aussi de financement. Les ports ont besoin d'appui financier pour développer leur compétitivité. Les PME, PMI des secteurs maritimes et portuaires souffrent d'un manque de financement, des banques commerciales ivoiriennes. Aussi, il nous faut vraiment trouver les moyens, ce que nous faisons à travers des accords et des partenariats. Et il existe dans ce domaine-là des incitations fiscales aussi. M. Ndré qui est là pour vous donner plus d'informations sur le financement du secteur portuaire, enfin maritime et de la pêche. Enfin, je voudrais aborder avec vous le cinquième point, qui est l'un des points clés, qui est celui de la pêche. Le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire, qui parle de mer, parle aussi de pêche. Si nous sommes parvenus à pouvoir mettre en place des structures et une organisation dans le but de garantir une meilleure exploitation de notre façade maritime, c'est pour que l'activité qui s'y déploie la plus, donc l'activité de la pêche, soit efficiente pour nous, n'est-ce pas? Et pourquoi? Simplement parce que la pêche en Côte d'Ivoire occupe une place importante dans l'économie. Elle procure près de 70 000 emplois directs et fait vivre plus de 400 000 personnes. Et le poisson est la principale source de protéines animales du consommateur ivoirien.
soit 50%, et représente entre 10 et 15 kg de consommation par habitant par an. En Côte d'Ivoire, il y a différents types de pêche. La pêche industrielle, la pêche au chalut, la pêche sardinière, la pêche thonière et crevettière et la pêche artisanale. La production annuelle de la pêche artisanale maritime en Côte d'Ivoire est estimée à 40 000 tonnes. Et Abidjan est le premier port thonier d'Afrique, avec 250 000 tonnes par an. Et donc, la plupart du thon que vous avez ici dans vos supermarchés viennent de Côte d'Ivoire. Je le dis pas en connaissance de cause parce que je connais personnellement l'un des acteurs du domaine thonier en Côte d'Ivoire qui a ses quartiers ici en France. Mais une bonne partie du thon qui se trouve dans vos assiettes vient de Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de travailler à ce que l'indication d'origine soit mentionnée pour que vous sachiez que le thon que vous prenez vient de Côte d'Ivoire. C'est de bonne loi. C'est de bonne loi et ce sont des bonnes pratiques commerciales, n'est-ce pas? Si en France, certains produits bénéficient de l'indication d'origine protégée ou d'appellation d'origine protégée ou contrôlée, il est tout à fait normal et indiqué que les consommateurs que vous êtes, vous soyez informés de là où provient le thon que vous consommez. Certaines fois, c'est marqué dessus « pêché en Atlantique Nord ». Ce n'est pas tout à fait exact. Parce que le thon se trouve dans les zones chaudes. Et l'Atlantique Nord n'est pas une zone chaude. L'Atlantique Nord, c'est la zone du golfe de Guinée. Et donc, j'étais disant que le thon est le premier produit halieutique d'exportation de la Côte d'Ivoire, la raison pour laquelle nous voulons protéger. Et nous sommes le deuxième exportateur international après le Japon en matière de thon. Il génère annuellement environ 460 000 milliards de francs CFA, soit 750 millions de dollars US de recettes. Et le secteur du thon seulement emploie près de 3 000 personnes, selon les chiffres officiels communiqués par l'Union européenne et l'OCDE. L'activité de pêche en Côte d'Ivoire, naturellement, est régie par des textes nationaux, mais aussi des conventions internationales. Et donc, je vais m'appesantir seulement sur le plan international. Sur le plan international, la Côte d'Ivoire est partie à plusieurs accords, notamment la Convention ministérielle sur la coopération halieutique entre les États riverains de l'océan Atlantique. C'est environ 22 pays. Et tous ces pays sont soutiennus sur la côte ouest de l'Afrique, du Maroc au Maroc où se trouve le siège de cette conférence, jusqu'en Angola et en Afrique du Sud. C'est 22 pays. Et nous sommes membres de cette convention. Nous sommes aussi membres du comité mixte des pêches du centre-ouest du golfe de Guinée et de l'Organisation internationale d'information et de la coopération pour la combinaison des produits de pêche en Afrique, Infopêche, dont le siège se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous sommes aussi membres du mémorandum d'entente de la conférence ministérielle sur la coopération halieutique, donc, et aussi le conseil consultatif pour développer la coopération mutuelle en matière de lutte contre la pêche illicite, non réglementée et non déclarée, et promouvoir la pêche responsable et durable. Nous n'avons pas personnellement signé, mais étant membre de la conférence ministérielle qui s'occupe de ces questions-là, qui négocie avec les structures, du coup, nous bénéficions de tous ces accords. La question m'a été posée en off sur la pêche illicite. Nous faisons partie de toutes les organisations africaines qui luttent contre la pêche illicite. Et donc, nous bénéficions des accords qui ont été signés par ces organismes-là pour protéger, parce que à nous seuls, en tant que pays, nous n'avons pas les moyens de pouvoir lutter efficacement. Et donc, nous nous regroupons dans cette zone du monde afin de pouvoir lutter contre la pêche illicite et tout ce qu'il y a aussi comme trafic illicite sur la côte maritime. Nous faisons partie aussi du mémorandum d'entente entre la conférence ministérielle et la Commission générale des pêches de la Méditerranée. Cette commission-là concerne les pays qui ont en commun la mer Méditerranée. Donc, il existe une coopération
entre ces deux organisations. Et donc, nous bénéficions de façon indirecte de ces conventions. Étant membre de la convention sur la coopération halieutique entre les pays membres, les pays riverains de l'océan Atlantique, les accords qui existent entre cette conférence et la Commission générale des pêches de la Méditerranée, nous bénéficions et nous partageons les expériences et les projets. Et c'est la même chose en ce qui concerne l'Association ouest-africaine pour le développement de la pêche artisanale. Donc, tous ces instruments de coopération visent, pour nous, en tant que pays, à nous assurer d'avoir d'abord les bonnes pratiques, mais aussi d'être dans un ensemble de pays en mutualisant les efforts, de pouvoir faire face aux défis liés à la pêche et à l'activité maritime. Et enfin, il y a aussi cet accord de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Et pourquoi je n'ai pas mentionné la Côte d'Ivoire et la France? Parce que la France, comme nous, bénéficie de l'accord de l'Union européenne. Et donc, quand les bateaux, les chalutiers arrivent dans nos eaux, c'est sous la bannière de l'Union européenne qu'ils arrivent. Mais je suis certain que le département du Trésor en France pourra vous dire exactement la quantité que les chalutiers ou les bateaux français pêchent dans nos eaux. Mais nous, quand ils arrivent chez nous, ils viennent sous la bannière de l'Union européenne. Et donc, l'accord de pêche entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, dont la France est bénéficiaire, a été signé en 1990 et a été remplacé en 2007. Et actuellement, cet accord-là est accompagné d'un protocole qui est en vigueur jusqu'en 2024. Nous sommes déjà en 2024. La dernière fois que nous étions à Rennes, nous avions ébauché la question de la renégociation de ce protocole avec les services du ministère de l'Agriculture. Ça se passe à Bruxelles. Et voilà, et nous, on aime bien travailler de façon bilatérale parce que c'est plus direct, c'est plus facile. Mais là, on nous a ramenés à Bruxelles. Et donc, la France va porter sa voix à Bruxelles et elle va la partager avec les autres pays de l'Union européenne. Et je pense qu'on doit commencer les négociations bientôt pour la reconduction de cet accord, de ce protocole. Et donc, ce protocole, qui doit être rediscuté parce qu'il arrive à échéance, définit les possibilités de pêche dont dispose la flotte de l'Union européenne dans les eaux de la Côte d'Ivoire. Et à la lumière des meilleurs avis scientifiques, et précise la contrepartie de l'Union européenne, notamment le renforcement de l'aide au secteur local de la pêche et à l'économie bleue. Donc, la pêche de la France en Côte d'Ivoire n'est pas visible. Elle est faite à travers l'Union européenne. Et elle peut vous donner, la Commission peut vous donner les statistiques, puisqu'elle sait le nombre de navires français qui vont là-bas. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que les services du ministère de l'économie et des finances est aussi au courant, puisqu'avec eux, nous échangeons certaines informations. Moi, je ne peux pas vous les donner parce que je ne vais pas demander de me confirmer cela. Mais ces informations sont disponibles sur le site du ministère de l'économie et des finances français. Et cet accord aussi fait partie d'un réseau d'accords tonniers qui permet aux navires de l'Union européenne de cibler des espèces hautement migratoires dans les zones économiques exclusives des pays partenaires, donc la Côte d'Ivoire. Je voudrais aussi faire mentionner que l'accord entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, dont la France est partie de l'Union européenne, est important pour la région et pour la flotte tonnière de l'Union, en raison de l'importance du port d'Abidjan, qui est l'un des principaux ports de débarquement des lieux de transformation en Afrique. Cette information, elle vient de la Commission de l'Union européenne. C'est elle qui le dit. Je n'ai fait que la reprendre. L'accord est très important pour tous les membres de l'Union européenne. Et cet accord permet de définir ce que nous faisons ensemble. Et donc, nous devons renégocier cet accord très bientôt. Ce nouveau protocole fixe les possibilités de pêche. Et ça concerne environ 28 tonniers, sémeurs, congélateurs,
pour ceux qui savent de quoi est-ce qu'il s'agit, des palangriers de surface attribués à l'Espagne, à la France et au Portugal. Donc voici les 3 pays de l'Union européenne qui viennent dans nos eaux pour pêcher le thon et les autres espèces qui sont autorisées. Je voudrais dire sur ce point que nous avions eu une discussion en aparté avec des membres de l'Union européenne, enfin des représentants, et les discussions achoppaient sur la quantité réelle de produits pêchés dans nos eaux, puisque nous n'avions pas la possibilité de faire le contrôle avant qu'ils ne partent. Et donc, c'est sur la base de ce qu'ils déclaraient. Ce n'est pas très juste. Mais ça va être corrigé normalement dans le nouvel accord. Alors, à ce jour, la contribution financière annuelle versée par l'Union européenne dans le cadre de cet accord s'élève à 682 000 €, ce qui est bien petit, trop petit, par rapport à la quantité qui est précomptée. Elle recouvre non seulement sa compensation financière versée au titre des échanges, mais également le renforcement et le développement du secteur de la pêche. Donc vous comprenez pourquoi notre secteur de la pêche est confronté à un sous-financement, puisque les ressources qui sont puisées, la contrepartie qui doit être versée ne l'est pas de façon satisfaisante, de notre point de vue. De notre point de vue. Pour des quantités, si nous venons juste faire une comparaison, je vous disais tantôt que la pêche du thon annuellement en Côte d'Ivoire, c'est 250 000 tonnes. 250 000 tonnes. Ce n'est pas seulement l'Union européenne qui pêche. Je n'ai pas la quantité. Mais ce que l'Union européenne reverse à la Côte d'Ivoire, c'est 682 000 € pour 3 pays, France, Espagne, Portugal. Il y a encore des choses à faire. N'est-ce pas? Et donc voilà, mesdames et messieurs, le petit point que je voulais faire sur le secteur de la pêche et des activités connexes en matière de pêche maritime artisanale. Et donc, fort de tous ces constats, en guise de conclusion, je voudrais dire que la Côte d'Ivoire est en train de mettre en œuvre un cadre juridique et institutionnel en adéquation avec les nombreuses conventions internationales et protocoles modificatifs de plusieurs instruments internationaux significatifs dans les divers domaines du secteur maritime, que sont notamment la sécurité de la navigation, le transport maritime des marchandises et des passagers, la préservation de l'environnement marin, le statut des espèces maritimes nationaux et internationaux, le travail maritime, la formation des gens de mer, etc. Cela est d'autant plus nécessaire que d'importantes évolutions sont intervenues au plan de l'environnement économique international et des enjeux futurs de l'exploitation des mers, qui tiennent compte désormais des défis liés au développement durable et à l'économie bleue, étant entendu que plus de 90% du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire transite par la mer. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire reste en partie dépendante des entraves financières découlant de son statut de pays en voie d'émergence et de développement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, pour cette présentation exhaustive, complète. Vous avez évoqué l'environnement, j'attendais, pas sur l'environnement, mais il est arrivé à la fin, donc je pense que c'est un appel à un certain nombre de questions. Bon, j'ai retenu que le prix du thon risque d'augmenter à l'avenir. J'ai un peu souri lorsque vous avez parlé des problèmes de transversalité de la gestion de la mer au niveau politique sur des institutions qui sont quand même assez proches de celles de la France. Donc il pourrait y avoir des échanges intéressants sur ces perspectives-là également. En tous les cas, je pense qu'il y aura beaucoup de questions qui vont être générées par votre intervention. Donc merci aux étudiants qui font passer le micro et merci à ceux qui posent des questions de bien vouloir également, comme toujours, se présenter.
Bonjour, monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. J'aurais des questions à vous poser si vous acceptez. Quand... C'est pas vous, c'est moi. Non. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci. Oui. Alors, je m'appelle Monsieur Doilan. Je suis un étudiant à l'Institut catholique de Paris en première année et je suis en licence Histoire-Géographie. Et j'ai 21 ans, presque 22. Et justement, j'ai le micro pour vous demander des questions, si vous acceptez, monsieur l'ambassadeur. Quand vous avez parlé à la fin, par exemple, c'était vite passé, mais de l'environnement, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire, par exemple, pourrait faire? Est-ce qu'elle défend la protection de l'environnement ou comment ça se passe, par exemple? Ben, je vous remercie. Je prends la question et je vais tenter de répondre. Et comme je vous l'ai dit dans ma présentation, nous tenons compte de la protection de l'environnement. Il fut un temps où l'exploitation de toutes les richesses, qu'elles soient terrestres ou maritimes, ne tenait pas compte de la protection de l'environnement et de la gestion durable de l'environnement. Désormais, toutes les questions sont passées au tamis, pour ne pas dire par le grille de la protection de l'environnement. Et donc, il n'y a pas de politique publique qui ne tienne pas compte du développement durable. C'est acté chez nous. Nous étions ici au mois de... Raoul, tu peux me rappeler? Nous étions présents à One Ocean Summit à Nice l'année dernière. Une forte délégation conduite par le ministre-gouverneur y était, pour vous dire que nous prenons à cœur tout ce qui concerne la protection de l'environnement et précisément de l'environnement marin. Nous le faisons. Autre question? Merci. Bonsoir. Merci beaucoup de votre visite. Je m'appelle Max, je suis étudiant à Sciences Po à Strasbourg et j'avais des questions par rapport au lien qu'entretient la Côte d'Ivoire avec la Chine. Ce qui est assez important sur le plan maritime notamment, puisque d'ailleurs il y a le ministre des Affaires étrangères qui vient de finir une visite dans votre pays à la fin du mois de janvier. Et il y a un gros problème, il me semble, en Côte d'Ivoire, avec de très nombreux bâtiments qui abordent des pavillons ivoiriens qui sont en réalité chinois et qui sont responsables de surpêche, de destruction d'écosystèmes. Il y a beaucoup d'espèces de poissons qui sont en disparition. Vous avez vous-même parlé du fait que le métier de la pêche était très important pour un grand nombre de personnes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est concrètement mis en place pour lutter contre cela? Et oui, quelles sont les actions que vous comptez mettre en place dans les prochaines années? Merci beaucoup. Merci Max. Je voudrais vous rassurer en ce qui concerne la politique de sécurisation de notre espace maritime. Comme je l'ai dit, nous avons vécu 3 périodes en termes d'action de l'État en mer. La première période, c'était la période après les indépendances, où l'État de Côte d'Ivoire s'est attelé à structurer son action en mer par la mise en place des structures administratives, mais aussi des sociétés d'exploitation. Et ensuite, nous sommes passés par la phase de la crise où l'État n'avait plus les moyens de faire face à ses obligations, notamment ceux en mer. Et maintenant, nous sommes dans la phase d'une redynamisation. Et dans cette phase-là, nous nous sommes procurés les moyens de pouvoir contrôler notre zone économique exclusive. Aujourd'hui, nous avons des bâtiments de la Marine nationale, des patrouilleurs qui sont à même de pouvoir savoir ce qui se passe en haute mer. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, on n'avait pas les moyens de savoir ce qui se passait dans la zone exclusive de la Côte d'Ivoire. Et donc, effectivement, les informations ont pu circuler que des pêcheurs ou des chalutiers ou tout ce que vous voulez pouvaient opérer en haute mer sans que nous soyons informés. Mais maintenant, nous sommes en mesure de le faire. Nous avons les radars, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons les informations à temps. Et nous pouvons aller en mer et intercepter des bateaux. Maintenant, forcément, quand vous arrivez, ceux qui sont là aussi sont informés de votre approche. Et
ils vont reculer hors de la zone. Vous comprenez? Mais sinon, l'État de Côte d'Ivoire s'est maintenant donné les moyens de pouvoir lutter contre la pêche illicite, non seulement sur le plan national, le plan militaire, mais nous sommes partis aux accords. Je vous ai dit dans ma présentation que, étant membre de la conférence ministérielle des pays riverains du golfe de Guinée, nous sommes en synergie d'action dans cette conférence-là pour lutter contre la pêche illicite et tout ce qu'il y a comme trafic en haute mer. Et donc nous travaillons là-dessus. Est-ce qu'il y a, monsieur l'ambassadeur, des demandes, des sirènes chinoises qui vous demandent une politique de coopération, qui essayent d'avoir effectivement accès également à votre ZE, votre zone économique exclusive pour des ressources halieutiques ou autres? Bien sûr, nous coopérons avec tous les pays qui le veulent bien et qui aussi le font dans le respect des règles. Nous avons des accords avec la Chine, nous avons des accords avec le Japon, nous avons des accords avec des pays de l'Union européenne. Mais cela ne laisse pas de côté ce qui n'est pas légal, ce qui n'est pas licite. Parce qu'en mer, il y a ceux qui ont une activité licite et il y a ceux qui ont une activité illicite, qui s'affranchissent des règles, qui s'affranchissent de tout ce qu'il y a comme protocole pour opérer. Voilà, et ça fait partie du fonctionnement du monde. C'est pour cela que nous avons des structures maintenant militaires, nous avons des structures, je vais dire satellitaires, pour pouvoir voir ce qui se passe en haute mer et, le cas échéant, faire intervenir nos forces maritimes qui travaillent en bonne intelligence avec toutes les autres forces, notamment de la France, qui nous aident à pouvoir faire face à nos défis en haute mer. Autre question? Bonsoir, Votre Excellence. D'abord, merci, c'était très, très intéressant. Donc, je me présente, je m'appelle Gauthier Delaveine, je suis en Histoire Sciences Politiques à l'Institut catholique de Paris, en première année. Ma question porte sur savoir la coopération maritime qui est actuellement entre notamment le Ghana, le Togo, le Bénin, si je ne dis pas de bêtises. Quel est l'état de cette relation, notamment? Il me semble que récemment, le Togo et la Côte d'Ivoire ont signé des accords ensemble. Et je voulais savoir un peu cet état maritime, notamment, de ces relations maritimes. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez me donner le titre de l'accord qu'ils ont signé? Parce que nous signons tellement d'accords que, au risque de me tromper, si je n'ai pas le bon accord dans le domaine maritime. Ce que je peux vous dire, c'est que toute la façade ouest africaine, je vais revenir sur mon slide, je peux revenir sur le... Ah, je ne peux plus revenir. Bon, je n'ai plus la main. Je vous ai dit dans ma présentation que la Côte d'Ivoire était située en Afrique de l'Ouest et avait pour voisins un certain nombre de pays, notamment le Ghana, le Burkina, sur la façade maritime, c'est le Libéria, la Côte d'Ivoire, et un peu plus loin, le Bénin, le Togo, le Nigeria. Ces pays-là font partie des organismes que j'ai cités. Et donc, nous avons une coopération dans le cadre de ces organismes. Évidemment, il peut y avoir des ententes, des mémorandums entre deux pays pour certaines questions plus pratiques, mais nous coopérons avec ces pays-là. Voilà. Vous voyez là, sur la côte est, à partir d'Abidjan, immédiatement, vous avez le Ghana, après vous avez le Togo, le Bénin et le Nigeria. Et donc, nous ne pouvons pas nous priver de coopération avec ces pays-là. Il est dans notre intérêt de signer des accords qui défendent les intérêts mutuels. C'est ce que nous faisons. Dans toute cohabitation, il peut y avoir des petites choses qu'on doit régler par voie d'accord pour formaliser. C'est ce que nous faisons avec le Bénin et ce que nous faisons aussi avec le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire et le Libéria. Par contre, nous, on est situé entre deux voisins anglophones. Les Libériens sont anglophones, les Ghanéens sont anglophones. Mais cela ne nous empêche pas d'avoir une bonne coopération. Parce que, au contraire de ce que les gens peuvent croire, il existe des peuples qui sont à cheval sur les deux frontières. Voilà. Vous pouvez trouver une population, c'est l'héritage de la colonisation. Hein. Vous pouvez trouver en Côte d'Ivoire un peuple qui a les mêmes caractéristiques, qui a le même dialecte qu'au Libéria. Et vous pouvez trouver aussi du côté du Ghana des peuples qui ont les mêmes caractéristiques, les mêmes pratiques culturelles, une partie en Côte d'Ivoire, une partie au Ghana. Et il fut une année où l'héritier d'un trône en Côte d'Ivoire est venu du Ghana. Parce que, bon, par la lignée matriarcale,
ce neveu qui devait hériter se trouvait au Ghana. Mais il est venu hériter en Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas de problème avec nos voisins. C'est la langue officielle qui change, sinon on a certaines pratiques en commun. Voilà. Bonsoir monsieur, Valentin Dufour, étudiant en 3e année à l'ICP aussi. Vous avez parlé plusieurs fois donc, des patrouilleurs, d'ailleurs de construction française. Et puis on sait qu'au même moment, les Français se retirent un peu progressivement d'Abidjan avec moins de troupes françaises qui sont déployées dans votre pays. Est-ce que vous considérez finalement que c'est peut-être un retour de la Côte d'Ivoire avec un plein contrôle de ses moyens régaliens sans avoir à faire à l'avenir peut-être à des partenariats avec des pays étrangers pour entre autres réguler ses eaux territoriales? Est-ce que finalement ce n'est pas un retour complet de l'État dans toute sa souveraineté dans la région? Merci, mais cela est à saluer. Cela est à saluer, mais je voudrais d'abord dire que la présence de la France en Côte d'Ivoire n'a nullement empêché le gouvernement ivoirien de faire ce qu'il avait à faire et d'avoir la pleine possession de ses activités, de ses actions régaliennes. La France présente en Côte d'Ivoire, c'est avec l'accord et la volonté des autorités politiques, et c'est dans un cadre de coopération bien déterminé. Mais il est tout à fait indiqué que après un certain temps, le legs de la coopération puisse être développé par les nationaux eux-mêmes, n'est-ce pas? Puisque nous parlons en termes de coopération, de transfert de compétences, de transfert de savoir-faire, mais lorsque vous transférez la compétence, cela suppose que vous laissez la latitude à celui qui doit transférer la compétence de l'exploiter, de la mettre en œuvre. C'est ce qui se passe. Il s'agit dans la coopération dans cette phase de la coopération entre nos deux pays, il s'agit de la redimensionner par rapport aux besoins réels. Parce que les besoins des pays africains, et particulièrement de la Côte d'Ivoire, au sortir de l'indépendance, ne sont plus les mêmes en 2024. Et donc, il est tout à fait indiqué que nous puissions revoir en termes de présence, y compris pour la France elle-même. Parce que le redimensionnement qui a été fait, c'est après concertation avec les autorités des pays, mais aussi sur décision des autorités françaises. Ce n'est pas la même chose. En Côte d'Ivoire, nous n'avons pas procédé à quoi que ce soit en termes de déguerpissement. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un redimensionnement par rapport à une politique interne de la France qui a estimé qu'à ce moment donné, il fallait se revoir et voir combien de personnes il faut pour rendre la troupe plus opérationnelle par rapport aux objectifs qui sont fixés. Ça, c'est la politique française. Mais nous en prenons acte et nous continuons. Puisque vous ne pouvez pas aussi continuer tout le temps à dépendre de quelqu'un d'autre pour votre sécurité. N'est-ce pas? C'est bien cela. Mon père me disait, ne compte pas sur quelqu'un pour remplir ton ventre. Cherche par toi-même à te faire de la nourriture. Parce que si tu comptes sur quelqu'un que le jour il n'en a plus, vous deux vous serez affamés, et toi plus que lui. C'est ce que nous faisons. Bonsoir, Salim Alaoui, étudiant en première année à l'Institut catholique de Paris. Vous avez abordé la question des ressources énergétiques, notamment offshore. On a récemment découvert des nouvelles réserves de pétrole et de gaz au large de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai deux questions à vous poser par rapport à ça. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait devenir à moyen ou à long terme une puissance gazière ou pétrolière? Et si oui, comment est-ce que la Côte d'Ivoire se positionne par rapport aux projets d'infrastructures régionales? Je pense notamment au projet de gazoduc Nigeria-Maroc. Voilà, merci. Merci. L'information est exacte. Il y a des potentialités en termes de ressources en gaz et en pétrole au large de la Côte d'Ivoire et nous nous en réjouissons. Notre objectif n'est pas d'être une puissance pétrolière. Notre objectif, c'est d'être autosuffisant en ressources pétrolières et en gaz. C'est ça notre objectif. Le projet Maroc-Nigeria, nous ne sommes pas concernés puisqu'il s'agit d'un autre axe de coopération entre le Maroc et le Nigeria. Et donc, nous ne sommes pas impliqués dans ce gazoduc. Mais nous, ce que nous souhaitons en tant que pays, c'est d'être autosuffisant en matière énergétique, pétrolière et gazière. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est un hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Nous fournissons de l'électricité
au Ghana. Nous fournissons de l'électricité au Burkina Faso. Nous fournissons de l'électricité au Mali. Nous fournissons de l'électricité au Libéria. Et nous avons été contactés par la Guinée et la Sierra Leone pour que nous puissions leur en fournir. Notre objectif, c'est d'être d'abord autosuffisants et pouvoir partager le surplus avec nos voisins, le temps qu'eux aussi soient autosuffisants. Ne cherchons pas à être une puissance pétrolière. Nous sommes déjà premier producteur de cacao au monde, c'est largement suffisant. Oui, pas autant que nous le souhaitons. Bonsoir, merci beaucoup de votre présence. Juliette Berchery, ancienne étudiante en licence Histoire Géo. J'avais une question sur les plans et les objectifs futurs de la Côte d'Ivoire en matière de gestion de protection de l'écosystème maritime et le problème de l'acidification des océans. Je n'ai pas bien compris la question. Si la Côte d'Ivoire avait des objectifs futurs concernant la protection des écosystèmes marins et le problème de l'acidification des océans. Bien, merci. Tout à fait, j'ai entendu maintenant. Oui, nous avons des objectifs, nous avons même des obligations, parce que nous sommes partis à des accords concernant la protection justement de l'espace marin et tout ce qu'il y a comme activité connexe. Et donc, nous sommes dans la logique de préserver l'espace marin. Nous-mêmes, nous sommes confrontés aussi à d'autres défis, tels que l'érosion côtière, et donc notre pays travaille à cela. Et donc, nous sommes partis à toutes ces conventions et nous entendons assumer nos obligations qui découlent de ces conventions-là. Toutes les conventions des Nations Unies et les conventions annexes qui sont relatives à la protection de l'espace marin et de tout ce qu'il y a comme contenu, nous avons déjà adhéré et nous travaillons à respecter nos engagements. Je vous en prie. Je suis Alain Oudot-Dainville, un très ancien étudiant à l'école navale. Et donc, ma question, je vois que dans deux pays voisins, la Côte d'Ivoire et le Libéria, la politique du pavillon n'est pas du tout la même. Parce que, bon, j'ai navigué, bien sûr, après mes années d'étudiant. Et autant le pavillon du Libéria, on en voit partout d'ailleurs, dans le détroit du Bab el-Mandeb, c'est le principal pavillon qui est frappé par les rebelles de la région. Autant le pavillon de Côte d'Ivoire, on ne le voit pas. Alors est-ce que ça ne vous tente pas quand même de faire un peu comme le Libéria ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, nous voulons faire comme tout ce qu'il y a comme bonne pratique. Mais si vous m'avez suivi, je vous avais dit que nous avions des pavillons. Nous avions des sociétés d'exploitation maritime, malheureusement qui ont fait un naufrage suite à des chocs endogènes et exogènes que j'ai expliqué. La politique de privatisation, la politique d'ajustement structurel a fait que notre flotte a été démantelée. Or, vous le savez, la nature a horreur du vide. Et donc, n'ayant plus de pavillons, n'ayant plus de flotte, d'autres se sont installés pour le faire. Et donc, nous sommes en train de le faire. Je dis dans mon exposé que nous avons ouvert le pavillon de la Côte d'Ivoire. Nous avons ouvert pour que nous puissions avoir des navires et avoir des pavillons à notre écution, vous voyez. Mais c'est une question de progression. Nous sommes partis d'une situation où il n'y avait presque rien. Et donc, l'espace maritime, l'exploitation était faite par d'autres, notamment, je ne veux pas faire de publicité, CMA, CGM, il y a aussi il y a Maersk Line et tous ceux qui venaient pour exploiter. Parce que nous ne pouvons plus le faire. Nous n'avons plus les sociétés pour le faire. Contrairement au Libéria qui a gardé et qui avait les moyens de le faire. Et maintenant, nous sommes dans la phase de reconquérir cet espace, justement, cette activité pour des pavillons nationaux ivoiriens. Et nous le ferons, bien sûr, je pense, dans le moyen terme. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que la protection de l'environnement marin et plus généralement les investissements sur les sujets maritimes
ont le même poids dans votre pays que les levées de fonds générales pour le climat et pour le reboisement. Est-ce que le reboisement n'a pas aujourd'hui chez vous une priorité par rapport au maritime? Merci. C'est l'impression qu'on peut avoir, puisque le végétal est beaucoup plus visible que le marin qui est beaucoup plus loin que nous, puisque une bonne partie des populations vivent sur la terre et non pas en mer. Et donc, ça peut donner l'impression qu'on met l'accent sur le reboisement. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a perdu près de 3/4 de son couvert forestier en l'espace de 30 ans. Nous sommes passés de 20 millions, si je m'abuse, 22 millions, Raoul, c'est bien ça, de forêt à 3 millions. À 3 millions. Et donc, l'urgence est de reverdir rapidement le pays. Et sinon, nous risquons d'être exposés aux mêmes fléaux, aux mêmes défis que les pays de la zone sahélienne. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que les politiques de reboisement sont beaucoup plus ardues. Cela étant dit, nous ne négligeons pas la protection de l'espace marin. Voilà, nous ne négligeons pas du tout. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes partis aux accords. Il y a des politiques nationales. Je n'ai pas voulu les développer ici en termes de protection puisque je n'avais pas toute la latitude d'aller plus loin que je pouvais le faire. Et comme vous le savez, dans les conditions dans lesquelles je suis en train d'intervenir. Mais l'État de Côte d'Ivoire s'est donné les moyens justement d'avoir une politique de développement intégrée, prenant en compte tous les différents aspects. Je l'ai dit, il fut un temps où le développement économique ne tenait pas compte des contraintes. On voulait vite aller au développement économique, à soit une industrie, à soit un bien-être. Et donc, et on pensait, malheureusement, que les ressources étaient abondantes et qu'elles suffiraient pour toutes les générations. Mais nous nous sommes rendus compte, comme vous, que les ressources se raréfient et nous ne sommes pas sûrs de les garantir pour les générations futures. D'où la nécessité et l'obligation de les préserver, de les protéger pour les générations futures. C'est ce que nous faisons dans le forestier végétal, mais aussi en mer et sur tout ce qu'il y a comme plan d'eau lagunaire fluvial en Côte d'Ivoire. Donc nous tenons compte de cette condition pour notre développement. Justement, c'est pour ça que nous avons, le Parlement de Côte d'Ivoire a voté en 2017 la loi portant code maritime, qui comprend toutes les obligations et toutes les actions que nous avons menées dans ce cadre-là. Une question peut-être culturelle, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que la mer fait partie prenante de manière un peu importante dans les programmes de l'éducation? Quelle est globalement la vision que l'on a en Côte d'Ivoire de la mer? Est-ce que c'est un no man's land? Est-ce que c'est, bon, bien sûr, il y a la partie ressources vivrières, mais est-ce qu'elle est perçue comme une opportunité? Est-ce qu'on la voit dans une autre dimension que la seule surface, et je dirais la surface consacrée à la pêche? Est-ce que les jeunes aujourd'hui voient dans la mer une ressource à protéger et en même temps une opportunité? Je vous remercie de cette question. En fait, il faut se placer de plusieurs points de vue. Parce que, vous savez, toutes les populations n'ont pas la même approche en termes d'activité, en termes de culture par rapport à l'environnement, n'est-ce pas, de vie, l'environnement immédiat. Pour ce qui concerne les politiques publiques, pour ce qui concerne les décideurs, la mer est un enjeu. Un enjeu de développement, un enjeu économique, un enjeu de sécurité. Parce que vous ne pouvez pas négliger votre façade maritime en termes économiques, parce que la zone économique exclusive regorge de potentialités, non pas seulement pour la pêche, mais aussi pour nous, le pétrole, le gaz et tout ce qu'il y a. Cette zone aussi est stratégique pour nous en termes de sécurité et aussi de ressources. Je l'ai dit tantôt dans mon exposé, ce que la pêche rapportait à la Côte d'Ivoire. Donc pour les politiques, pour les décideurs, la question ne se pose pas. Pour les jeunes, il y a plusieurs catégories. Il y a des jeunes qui sont issus des zones forestières, donc qui n'ont jamais eu de contact avec la mer. Tant qu'ils ne sont pas venus, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ils ne se projettent pas en activité maritime. Leur subconscient ou leur environnement direct, c'est la forêt. Et donc, ces jeunes-là, quand ils deviennent adultes,
ils se projettent dans des exploitations agricoles, des exploitations forestières, notamment de café, de cacao, d'EVA, de bananes plantains, n'est-ce pas, de palmiers à huile. Et donc, une bonne partie de la population se projette dans ces activités-là. Par contre, pour les jeunes qui sont sur la façade côtière, qui font partie de ceux qui sont considérés comme des lagunaires ou ceux qui font partie des territoires marins, il y a plusieurs défis. C'est d'abord l'inexistence de moyens pour eux de projeter une activité sur la mer. Ces jeunes-là font des activités artisanales, des pirogues. On ne va pas loin en mer avec une pirogue. Vous ne pouvez pas aller pêcher, vous ne direz pas le contraire, vous qui connaissez bien la mer. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et donc, c'est pour cela que l'État met en place maintenant des structures telles que les ports de pêche, des structures telles que les mareyeurs qui doivent travailler pour permettre à toutes ces personnes-là de découvrir l'activité économique que la mer peut procurer. Mais vous savez, l'eau peut faire peur. Pour celui qui ne connaît pas l'eau, il reste devant, il ne s'avance pas, parce qu'il n'est pas habitué au plan d'eau. Et donc, pour pouvoir permettre aux jeunes de se projeter, il faut les former, il faut les intéresser, il faut créer les structures, il faut créer le débouché. Je vous donne un exemple. Par exemple, en Côte d'Ivoire, nous couvrons 14% de nos besoins en poissons. L'activité de pêche produite par nous-mêmes, c'est 14%. Vous voyez donc le potentiel de développement d'activité. Mais pour que quelqu'un s'intéresse à cela, il faut d'abord qu'il soit confronté aux besoins, enfin, susciter en lui le besoin de travailler. C'est ce que nous essayons de faire. Tout le thon que nous pêchons, nous ne le consommons presque pas. Nous consommons le thon, nous le consommons frais, directement. Et si nous voulons travailler, par exemple, sur cette filière-là, de la pêche à la vente, toutes les activités intermédiaires, jusqu'à la conservation et à le vendre, il y a un potentiel. Et donc, ce sont des politiques publiques qui sont réfléchies, qui permettent aux jeunes de s'intéresser à l'activité de la mer, et ça y est en cours. Parce que nous nous sommes rendus compte que même les activités agricoles ont des limites. L'espace n'est pas extensible. Voilà, on a presque tout déforesté pour faire des plantations de cacao, de café, d'huile de palme, de tout ce qu'il y a, vous comprenez. Mais après, il faut passer à autre chose. Et donc, la politique est d'intéresser les jeunes à la pratique, à l'économie de la mer. Et elle est vraiment porteuse d'intérêt. Je ne sais pas si j'ai envoyé ce slide-là, cette présentation, ça fait partie de la clé, où nous parlons du potentiel de l'activité économique en mer. Vraiment des investissements. Dans toutes les chaînes de valeur, il y a un potentiel. Maintenant, notre rôle, le rôle du gouvernement, c'est de former les jeunes à ces activités, de les y intéresser. Vous pouvez mettre les structures, vous pouvez former, mais si la personne au bout de la première difficulté ne veut pas y aller, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, l'État met en place les structures, l'État met en place les formations, l'État crée l'environnement économique pour l'activité en mer. Maintenant, aux jeunes, il leur appartient de pouvoir prendre la balle au bon. Mais ça pose la question de l'éducation, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que dans l'éducation, il y a une place de plus en plus marquée de la mer? En France, on part de très loin. Il y a l'inspectrice générale d'histoire-géographie qui est là, qui a fait beaucoup pour que la mer soit dans les programmes. On part de très loin. Est-ce que vous êtes un peu dans le même cas ou... J'avoue que pendant un bon moment, l'éducation, la formation des populations était beaucoup plus basée sur l'économie de rente des cafés, cacao et tout ce qu'il y a. Et malheureusement, nous n'avons pas été confrontés aux besoins directs de travailler sur la mer. Simplement pourquoi? Parce que la configuration de la population en Côte d'Ivoire fait que les populations des savanes sont habituées à des activités bien précises liées à leur environnement et leurs besoins alimentaires liés aussi à leur environnement. Les populations forestières ont des activités et des pratiques liées à leur environnement
Et ce sont les populations côtières qui sont liées à la mer et à la lagune. Maintenant que nous sommes rendus compte et qu'il y a un potentiel à exploiter, les dispositions sont prises. L'Académie régionale de la mer qui forme au métier de la mer et tout ce qu'il y a permet aux jeunes de prendre conscience. Mais là, se projette beaucoup plus dans l'industriel. C'est-à-dire, moi, je veux être sur un grand bateau, mais il faut commencer par les activités connexes, les plus petites. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, il y a des formations qui sont basées sur le débouché, parce qu'il fut un temps où les formations étaient beaucoup plus diplômantes que qualifiantes. Donc, il nous a fallu revoir tous les curricula et travailler en synergie avec le monde économique, les opérateurs économiques, parce que vous pouvez trouver des jeunes, contrairement ici en Côte d'Ivoire, 70% de la population a moins de 30 ans. 70% a moins de 30 ans. Et donc, quand vous avez une population jeune et que vous ne les formez pas au métier, à l'auto-emploi, et que vous les formez simplement pour qu'ils soient instruits, pour qu'ils aient les diplômes, au bout de la chaîne, vous vous retrouvez avec des primo-demandeurs d'emploi plus nombreux et les structures étatiques ne peuvent pas absorber tout le monde. D'où la politique du gouvernement de créer maintenant, en synergie avec le monde économique, des formations qui sont liées aux besoins du monde de l'entreprise. Et nécessairement, le monde marin, le monde de la pêche, a des besoins qu'ils expriment et que nous prenons en compte maintenant dans les curricula de formation. Ce qui veut dire qu'à moyen terme, vous aurez des personnes qui seront intéressées par l'activité en mer, pas seulement l'activité marchande, mais toute l'activité qui peut être liée à la mer. Et nous sommes en train de corriger le tir. Et en même temps aussi, nous sommes en train de corriger le tir sur le fait que l'État ne peut plus employer tout le monde. Pendant cet temps chez nous, tout le monde a aspiré à être fonctionnaire. Et vous avez même des ingénieurs fonctionnaires, des ingénieurs de ponts et chaussées qui peuvent être fonctionnaires. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Ils créent leur entreprise, ils font des partenariats avec l'État, ils font des contrats, et ça marche. Voilà, donc c'est une phase d'évolution qui, qui va crescendo, et les secteurs qui étaient inoccupés ou inexploités sont en train de l'être maintenant. Oui, monsieur l'ambassadeur, une question distante ou peut-être une double question. Le port d'Abidjan pourrait-il un jour devenir un grand port de plaisance de la sous-région? Les Ivoiriens et Ivoiriennes semblent de plus en plus friands des activités de plaisance. Et puis, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la politique de tourisme maritime de la Côte d'Ivoire? Merci. Nous ne pourrons pas, je parle de mon propre chef, nous ne pourrons pas, mais après analyse, nous ne pourrons pas transformer le port d'Abidjan en port de plaisance, mais nous créons d'autres zones de plaisance. L'activité portuaire en Côte d'Ivoire, c'est près de 30% des revenus en Côte d'Ivoire, avec tout ce qu'il y a comme activité connexe. Mais à côté de cela, nous avons des cités balnéaires, telles que Grand Bassam, telles qu'Assini, des cités comme Sassandra, Raoul, quel autre? Oui. Grand Bérébi. Et Abidjan aussi en train de se transformer, le plan d'eau lagunaire, pour la plaisance, justement. Nous avons la marina qui est en construction avec la baie de Cocody de l'autre côté, pour ceux qui connaissent Abidjan. Et donc, nous prenons en compte cette dimension de plaisance dans l'exploitation de l'espace marin. Et donc, nous avons beaucoup de potentiel, mais nous ne voulons pas réduire l'activité portuaire stricto sensu du port pour créer une autre activité. Nous voulons conserver l'activité du port et créer d'autres activités telles que la plaisance. Et la politique du tourisme marin est en plein essor. Vous savez, avec la récente Coupe d'Afrique des Nations dont nous sommes sortis vainqueurs, merci. Merci. Nous a permis, l'organisation de cette coupe-là nous a permis de mettre en place
et d'ajouter aux infrastructures celles qui manquaient. Et donc maintenant, vous avez le tourisme balnéaire, vous avez aussi l'écotourisme qui est développé en Côte d'Ivoire. Donc toutes ces, je veux dire, tout ce qui est nécessaire pour que ces activités puissent se développer ont maintenant un socle. N'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez partir d'Abidjan à San Pedro, c'est environ 400 km, et vous avez toute la route côtière qui a été refaite, et même il y en a qui refusent maintenant de prendre l'avion pour partir d'Abidjan à San Pedro. Oui, parce que la route est tellement belle qu'ils peuvent faire partie maintenant. Et sur cette voie-là, vous avez des villes touristiques, des villes balnéaires qui donnent vraiment de quoi à rester sur place. Je ne sais pas si vous regardez les informations sur le net, vous verrez des images de la Côte d'Ivoire à vous couper le souffle, des zones touristiques qui vous appellent à venir. Hein. Regardez un peu, tapez, vous allez voir. Voilà. Et ceux qui sont partis, la plupart de ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire reviennent et s'y installent. Oui, et s'y installent. Même des hauts fonctionnaires, j'en connais qui ont même démissionné pour s'installer, pour ne pas revenir après le contrat. Donc voilà, nous travaillons au tourisme balnéaire, nous travaillons au tourisme maritime et nous avons de très bons réceptifs hôteliers et tout ce qu'il y a comme accueil de ce côté-là. Dernière question, je crois, monsieur, et puis après, donc, nous aurons la conclusion. Jean Le Goff, je m'intéresse à l'histoire maritime surtout. J'ai passé quelques années en Côte d'Ivoire. Alors, je voulais vous poser la première question. Il y a un schéma directeur du littoral, vous avez dit, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que la montée des eaux de mer sur le cordon maritime qui va de Abidjan au Ghana pourrait constituer une crainte? Et est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus en Côte d'Ivoire? Et ma deuxième question, on parle souvent du trou sans fond à Abidjan. C'est une vallée maritime qui fait plusieurs milliers de mètres de fond. Et il y a un moment, il était envisagé de faire une exploitation énergétique entre la différence de température de l'eau de fond froide et de l'eau de superficie. Je suppose qu'avec les ressources pétrolières, ce projet a été abandonné, mais enfin, il pourrait quand même également exister. Je vous remercie. Je commencerai par la dernière question en ce qui concerne ce projet. Je pense, à ma connaissance, ce projet n'est pas en exploitation. Il n'a pas été poursuivi pour diverses raisons, certainement pour des coûts et aussi par rapport à l'investissement et au rendu. Et à un moment donné, il nous a fallu aussi aller au plus pressé, c'est-à-dire combler le déficit énergétique en Côte d'Ivoire. Nous avons dû construire des centrales thermiques pour pouvoir avoir de l'électricité, des centrales à gaz, avec le gaz naturel. Et donc, du coup, nous sommes allés sur un autre schéma de développement en termes de ressources énergétiques. C'est un choix politique, c'est un choix du gouvernement de faire des opérations qu'ils pensent être les mieux adaptées par rapport à la situation dans laquelle nous étions. Dans l'année 2000, nous avons connu de graves pénuries en termes d'électricité du fait que les infrastructures avaient pris un coup, faute d'entretien, et nous étions en crise socio-économique et politique. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas longtemps, la Côte d'Ivoire était dans une crise sans précédent et nous revenons de loin. Et donc, c'est un choix qui a été fait de ne pas poursuivre ce projet, mais je crois qu'il n'est pas enterré. Le moment venu, ils pourront encore, ceux qui en ont la décision, le remettre sur la table et le faire. En ce qui concerne les régions côtières et tout ce qu'il y a comme difficulté, effectivement, des politiques publiques sont développées. Nous avons une de nos villes particulièrement menacées, qui est la ville de Grand Laou. C'est bien ça? Grand Laou qui est particulièrement menacée par l'érosion côtière. Et donc, des politiques publiques sont mises en place pour parer à cela. Des populations, même des villages, ont dû être déplacés parce que, bon, on constate, du jour au lendemain, la mer avance un peu plus. Un peu plus, il y en a qui ne voulaient pas partir, mais bon, par décision d'autorité pour préserver leur vie, on a dû le faire. Donc, la question est traitée au niveau gouvernemental, mais aussi en coopération avec les pays voisins, dont nous partageons le littoral. Donc, c'est pris en compte. Merci. Monsieur l'ambassadeur, le président de l'IFM va vous dire un petit mot, bien sûr, de remerciement, une petite conclusion. Moi, je voudrais simplement auparavant vous rappeler notre prochain Mardi de la mer, dans 15 jours,
avec un intitulé auquel nous n'avions pas pensé depuis 20 ans des Mardis de la mer. Bon, préparer le combat naval de haute intensité par l'amiral Daniel Faujour, qui est chef d'état-major de la force d'action navale. La conclusion du président de l'IFF. Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment. Vous nous avez brossé un magnifique tableau de la façon qu'envisage la Côte d'Ivoire pour reprendre sa place de puissance économique en s'appuyant en particulier sur le rôle de la mer. Merci pour cela et puis comptez sur nous pour consommer du thon AOC le jour où le thon AOC de Côte d'Ivoire sera disponible. Merci à vous. Merci.